Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le 17e épisode des films du grenier. Alors, cette fois-ci, on va pousser un cocorico, tout simplement parce que nous allons aborder la science-fiction, mais la science-fiction made in France. Alors, je sais qu'en règle générale, dès qu'on parle de science-fiction à la française, c'est parfois souvent un sujet à débat, parce qu'on fait des films parfois un peu trop compliqués, un peu trop philosophiques, avec beaucoup trop de thématiques, ou parfois même avec des budgets insuffisants, et qui fait que le film, en matière visuelle, en matière développement artistique, en matière de charisme, passe complètement à côté. Pourtant, vous allez voir que parmi les trois exemples que je vais vous donner, il y a certains films français qui ont plus ou moins réussi à donner le change, même si malheureusement pour eux, ils n'ont pas été, un grand succès. Alors, les films de science-fiction Made in France, quoique c'est un petit peu faux quand je dis Made in France, parce que justement, question budget, parfois la production française s'est associée à d'autres productions pour essayer justement d'engendrer suffisamment de budget pour pouvoir donner un résultat à la hauteur de certaines ambitions, mais vous allez voir que parfois c'est pas forcément gagné. Alors tout de suite, la science-fiction Made in France. Premier film de science-fiction, et pourtant au niveau développement artistique, le film, on va dire, a plutôt mal vieilli, voire très mal vieilli, mais pourtant le fond du film reste d'autant plus d'actualité, vous allez comprendre pourquoi. Le film en question, c'est un film qui date de 1983, réalisé par Yves Boisset, qui est adapté du roman de Robert Sheckley, qui date de 1958, et qui avait déjà eu une adaptation à la télévision allemande, sous le titre de Das Millionsspiel, si ma prononciation, excusez mon allemand, et qui datait de 70. Et oui, je veux parler de ce film avec Gérard Lanvin, Le Prix du danger. Le Prix du danger, ce fameux film français qui a inspiré tout simplement Paul Michael Glaser, ce fameux acteur et producteur américain que l'on connaît plus sous le nom de son personnage dans Starsky Hutch, donc il jouait le rôle de Starsky, qui par la suite, dans les années 80, s'est lancé dans la production et avait produit un film qui s'appelait Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques pour savoir si finalement Running Man n'est pas le remake de Prix du danger, mais officiellement, la production se défend d'avoir tout simplement copié le film. Le Prix du danger, je le rappelle, c'est un film qui se passe dans un futur proche et qui relate l'histoire en fait d'un personnage qui, pour essayer de s'en sortir, accepte de participer à une émission de télé-réalité. C'est le prix du danger, c'est tout simplement essayer d'échapper à des tueurs, c'est-à-dire de faire la proie et de réussir à, essayer de survivre pendant un certain laps de temps, réussir à obtenir, réussir à gagner donc cette émission pour gagner une somme d'argent. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment cette émission est parfois un petit peu truquée et c'est clair qu'aujourd'hui, quand on revoit ce film, le film visuellement a plutôt mal vieilli. Mais quand on fait abstraction de son côté visuel, finalement on se rend compte qu'on est exactement aujourd'hui dans ce qui se passe, c'est-à-dire cette télé-réalité où l'on demande à des gens d'éliminer d'autres gens. Et même si on n'est pas encore arrivé au point d'un principe d'émission tel que le Prix du danger, le film d'Yves Boisset, finalement, je rappelle, il date de 1983, a été extrêmement visionnaire de ce que la télévision allait devenir, avec les sponsors, avec les partenaires, avec tout le business et tous les aspects commerciaux que ce genre de télévision a finalement amené et a poussé quasiment toutes les chaînes aujourd'hui à développer des concepts de télé-réalité en tout genre, mais toujours avec un peu le même principe de l'élimination, finalement. Donc le Prix du danger, je vous invite instamment et expressément à le voir parce qu'il faut absolument voir que finalement ce film était très avant-coureur et très avant-gardiste sur ce que finalement la télévision est devenue. D'ailleurs, le film en 1987 avait été présenté à la télévision française sur France 2 dans la fameuse émission que certains d'entre vous peut-être ont connue, qui s'appelait Les dossiers de l'écran. Et les dossiers de l'écran, il y avait toujours un débat à la fin de l'émission. Et justement, dans ce débat, on a finalement extrapolé sur l'aspect commercial des télévisions privées. Je rappelle qu'on est en 87. En 87, il y avait déjà des télévisions privées qui s'étaient installées en France, puisque c'est en 85 que Berlusconi avait créé la fameuse 5, qui déjà à l'époque faisait beaucoup de polémiques, parce que le concept était totalement nouveau par rapport au concept de télévision publique qu'on avait jusqu'en 1984 ou 82, je crois, où la télévision publique a vu une de ses chaînes, donc la chaîne TF1,
TF1, qui était TF1, qui avait été privatisé. Donc voilà, c'est un film qui est très important dans la culture de science-fiction de cinéma français, je vous invite à le voir. Donc c'est Le Prix du danger de Yves Boisset, qui date de 1983. Et je viens juste de me souvenir d'un détail. Il faut savoir qu'à l'origine, le rôle principal est tenu par Gérard Lanvin, mais le rôle devait normalement revenir à Patrick Devers. Malheureusement, Patrick Devers s'étant suicidé en 1982, le rôle est finalement atterri entre les mains de Gérard Lanvin. Deuxième film de science-fiction, là, on est complètement à l'opposé, c'est-à-dire que ce film-là est complètement raté. Ce film date de 1987, il s'agit d'une coproduction franco-allemande. C'est le film de Pierre William Glenn. Alors, peut-être que les jeunes générations n'en ont jamais entendu parler, ne l'ont jamais vu. Et pour cause, tout simplement parce que ce film qui s'appelle Terminus, c'est... Quand on voit le film, déjà rien que l'affiche que vous voyez là, tout de suite vous dites c'est du copier de Mad Max. Ça a le goût de Mad Max, ça ressemble à du Mad Max. Ce n'est pas totalement du Mad Max, mais malheureusement le budget du film n'a pas suffi pour pouvoir donner un résultat satisfaisant. Donc aujourd'hui, quand on revoit ce film, même à l'époque, le film n'était pas suffisamment à la hauteur. Et aujourd'hui, je vous invite à essayer de le trouver. Vous allez voir que c'est pas facile de trouver ce film. Le film, pourtant, a quand même attiré un public. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y avait Johnny Hallyday en tant qu'acteur, et à ses côtés, il y avait une autre actrice américaine qui s'appelait Karen Allen, qui était connue dans les années 80 pour avoir joué aux côtés d'Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, mais également dans le film de John Carpenter, Starman, et également cet acteur allemand dont on en reparlera dans les films du Grenet, parce qu'il fait partie de ces acteurs qu'on voit souvent dans les films mais dont on ne se souvient jamais du nom. C'est Jürgen Prochnow. Jürgen Prochnow, c'est un comédien allemand qui a acquis ses galons grâce au film de Wolfgang Petersen, Le Bateau. Donc, à savoir que le film, presque la moitié du budget du film est allé dans ce fameux camion que vous voyez peut-être dans la bande-annonce, ce fameux camion qui s'appelle Monstre dans le film. Mais quand on voit le film, on se rend compte que non seulement au niveau de la mise en scène, au niveau de la narration, au niveau du développement des personnages, tout est complètement raté. Le film d'ailleurs n'aura pas du tout de succès lors de sa sortie en salle, malgré toute la promotion qui avait été faite justement avec Johnny Hallyday. Donc c'est un des visages de la science-fiction un petit peu à la française, même si là on est aussi dans une sorte de coproduction, mais c'est une production essentiellement franco-allemande. De ce cinéma de science-fiction, malheureusement, Made in France, qui malheureusement n'a jamais véritablement marché, n'a jamais véritablement fonctionné, faute justement de budget, faute de développement artistique avec des gens plus ou moins compétents, même si on reconnaît toujours qu'en France, on a vraiment tous les techniciens, tous les concepteurs artistiques, etc., qui sont certainement les meilleurs qu'on puisse trouver sur le marché. Et la preuve en est, c'est qu'aux États-Unis, quasiment toutes les sociétés qui travaillent justement dans les effets spéciaux, etc., il y a quasiment des Français un peu partout, parce que justement, il y a cette qualité artistique, mais que malheureusement, les budgets cinématographiques français ne permettent pas de pouvoir laisser s'exprimer autrement, et aussi un peu bloqué par les technologies de l'époque. Mais vous allez voir avec le troisième film qu'on s'est quand même rattrapé. Et enfin, troisième film qui cette fois-ci est un film franco-anglo-luxembourgeois, mais essentiellement une production à l'origine française. C'est le film de Christian Volkmann qui date de 2006. Je veux parler évidemment de Paris 2054 Renaissance, qui fut exploité en France sous le titre de Renaissance, tout simplement. Alors c'est un film de science-fiction qui avait coûté 18 millions de dollars. Pour la petite histoire, ce film finalement avait ce concept très original. Comme vous pouvez le voir, c'est d'être en animation, mais une animation essentiellement basée sur du contraste en noir et blanc. Alors le film est pas mal foutu, le scénario est même assez bien foutu, puisqu'on est quand même sur un personnage qui est un détective, qui est embauché pour retrouver une jeune fille disparue, mais cette jeune fille faisait partie d'un projet secret, mais le projet secret touche un petit peu le domaine de la génétique, et le personnage principal va se retrouver en fait dans un engrenage de prise d'intérêt par une multinationale qui a quasiment envahi les espaces publicitaires de la ville, qui s'appelle Avalon. Beaucoup de gens ont critiqué le film comme s'inspirant un peu trop peut-être de Blade Runner, alors que finalement il y a quand même un effort de développer
une sorte de concept artistique un peu original. Malheureusement, le public va pas du tout adhérer. Même l'exploitation américaine va être une catastrophe puisque le film ne fera même pas plus de 70 000 $ de recettes. 70 000 $ de recettes, c'est rien. Surtout qu'en plus, ce film avait été produit justement pour le marché international. Car si la version française est dotée d'acteurs qui ont fait les doublages, dont les noms sont quasiment inconnus, on avait misé énormément sur des acteurs par contre anglo-saxons, puisque pour la version anglaise, eh bien, on a fait appel à des gens comme Daniel Craig, comme Catherine McCormack, comme Jonathan Pryce, ou même Ian Holm. Donc c'est quand même des têtes d'affiche non négligeables, mais ça n'a pas suffi pour convaincre les pays anglo-saxons. Donc du coup, à l'échelle internationale, le film n'a rapporté que 1 900 000 $ de recettes. C'est un échec commercial retentissant, alors que pourtant le film avait bénéficié de certains efforts non négligeables. Renaissance, c'est à voir, faites-vous votre propre opinion, même si ce n'est pas un film exceptionnel, mais ça reste quand même un film de science-fiction français qui démontre que la science-fiction, aujourd'hui, le cinéma français arrive quand même à faire quelque chose de potable, pas trop mal, même si malheureusement, pour des raisons scénaristiques, pour des raisons peut-être aussi visuelles, un peu trop avant-gardistes, eh bien, le plus grand public n'a pas du tout adhéré. Voilà donc 3 exemples différents de science-fiction made in France qui, eh bien, pour différentes raisons, malheureusement, n'ont pas du tout marché. L'un parce que le film était peut-être un peu trop compliqué, l'autre parce que le film était complètement nul, et le troisième parce que le film était peut-être trop compliqué, lui aussi. Pourtant, la science-fiction dans le cinéma français, il y a eu quand même certains petits succès. On se souvient de, bien évidemment, j'ai parlé de Luc Besson, mais vous avez aussi Jean-Pierre Jeunet qui a su faire quelques films de science-fiction, même si commercialement les films n'ont pas du tout marché. Et puis il y a eu d'autres tentatives, je pense à Chrysalide, je pense à Eden Log, qui sont des films de science-fiction, mais malheureusement, peut-être parce que trop compliqués ou parce que moins simple, on va dire, que le cinéma américain. Je rappelle la petite anecdote qui stipule que la différence entre le cinéma américain et le cinéma français, c'est que le cinéma américain fait des gros succès avec des petites histoires et des gros budgets, alors que le cinéma français essaie de faire des grandes histoires avec des petits budgets. Ce qui n'est pas totalement vrai maintenant, puisqu'aujourd'hui le cinéma français a quand même réussi, grâce aux technologies numériques, grâce au talent de certains réalisateurs et assez débrouillards, on va dire, arrive à faire des films relativement intéressants visuellement, même si encore on arrive difficilement à trouver le juste milieu. Dernièrement, le film de science-fiction 100% français, évidemment, c'est Valérian, le film de Luc Besson, où là encore, beaucoup de gens sont relativement critiques par rapport à ce film, alors que finalement, le film, eh bien, on va dire que c'est une science-fiction bon enfant, qui est bien loin de la science-fiction classique, anxiogène, plutôt négative, parfois très sombre, parfois relativement violente, alors que Valérian, dans la bande dessinée, déjà à l'origine, le film, la bande dessinée et le film ont quand même un petit côté optimiste, ce qui, dans la science-fiction, en règle générale, n'est pas une thématique très exploitée. La science-fiction, on y reviendra peut-être dans le cinéma français ou dans un autre cinéma. Et pour le moment, je vous laisse avec l'espoir de vous retrouver pour un 18e épisode des Films du Grenier. Et d'ici là, portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, elles sont tout aussi sympathiques. Si la chaîne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous abonner également à l'autre chaîne plus sérieuse, Info ou Intox. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo des Films du Grenier.